La République démocratique du Congo est l'une des grandes richesses naturelles de la planète au monde. Son immense forêt tropicale, la deuxième après celle de l'Amazonie, fait partie du bassin du Congo, considéré comme l'un des principaux biologiques de la planète. Cette richesse comprend également une biodiversité exceptionnelle, des vastes parcs nationaux et un potentiel considérable en eau douce grâce au majestueux fleuve Congo. Cependant, malgré ces atouts naturels, le pays fait face à de nombreux défis environnementaux. La déforestation progresse sous l'effet de plusieurs facteurs, notamment l'exploitation illégale des bois, l'agriculture sur le brûlis et la production intensive du charbon de bois. Dans cette interview, le professeur Augustin Ngué, spécialiste en la matière, 2 fois docteur, donc BIDOC, comme vous le savez, spécialiste en gestion des ressources naturelles. Nous allons analyser avec lui les enjeux liés à la gestion forestière des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Il va souligner l'importance de la bonne gestion de cette richesse. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour. Les choix stratégiques de la politique forestière nationale actuellement promis par le ministère de l'Environnement répondent-elles aux urgences environnementales de la RDC? Avant de répondre d'abord à cette question, j'aimerais commenter un tout petit peu par rapport à votre introduction que vous avez faite. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est vraiment un scandale, parce que la RDC, comme vous venez de le dire, a à peu près 60% de son territoire qui est occupé par la forêt. Ça signifie en quelque sorte que c'est une richesse, parce qu'aujourd'hui, la matière première n'est pas seulement les minéraux. Nous avons la forêt, et lorsqu'on dit forêt, nous avons tout ce qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire les bois d'œuvre qu'on peut exporter, on a... Actuellement, on parle même de la biodiversité qu'on peut exploiter. Tout ce que nous avons comme ressources, mais le pays est très pauvre, considéré parmi les pays pauvres malgré cette richesse. À part ça aussi, la contribution sur le plan des PIB est presque nulle, surtout de 0,1%. Donc notre forêt ne contribue même pas à l'économie nationale, imaginez-vous. La population est pauvre, ne contribue pas à l'économie nationale. Et lorsque vous regardez même des paramètres climatiques, je suis en train de préparer un article, vous allez vous rendre compte que la RDC, il y a une sorte de microclimat qui se crée tout autour des villes de la RDC. Donc bref, la RDC ne contribue même pas à la lutte contre les changements climatiques. Face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut élaborer comme politique? Tout le monde, même celui qui n'a pas été à l'université, il va vous dire la politique qu'on doit élaborer aujourd'hui, c'est une politique qui va correspondre à lutter contre la pauvreté de la population, à contribuer à l'économie, ainsi qu'à contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est très simple que ça. Malheureusement, si vous lisez les documents de politique que l'administration est en train d'élaborer avec les partenaires qui les soutiennent, vous allez vous rendre compte que c'est le contraire, en fait. C'est un document qui n'amène nulle part. Un document comme un rapport administratif pur et simple, qui n'amène la RDC nulle part. Et lorsque vous élaborez la politique, c'est pour 20, 30, 40 ans après. Donc, nous condamnons notre population, notre progéniture à la pauvreté. C'est ça la raison même de mon acharnement. Avant de revenir sur la question de la politique, de l'élaboration de la politique dans cette matière, parlons un tout petit peu sur... il y a des voix qui s'élèvent actuellement, qui prônent par exemple la non-utilisation par exemple de l'exploitation pétrolière dans certaines zones où il y a la biodiversité est en train de disparaître. On parle qu'il faut protéger les communautés locales, tout ça. Dans ce sens, vous aussi, vous êtes dans cette optique d'idée de protéger, de valoriser les ressources naturelles en lieu et place de l'exploitation du pétrole, par exemple, dans certaines zones de la République démocratique du Congo. Moi, je me dis personnellement que ça, c'est un faux débat. C'est comme quelqu'un qui a autant de ressources forestières. Vous en avez autant, mais que vous n'arrivez même pas, à gérer, ça je vous le confirme. Tous les indicateurs du secteur forestier sont au rouge. On est incapable de gérer ce que nous avons, ce qui est d'abord disponible, ce qui ne pose même pas un problème par rapport au pétrole. Pourquoi on va chercher à les gérer là où il y a des pétroles? Donc on va exploiter les pétroles avec tout ce qu'on peut avoir comme conséquence après. Donc ça c'est une question qu'on ne peut même pas se poser maintenant. Parce qu'il y a des endroits où vous pouvez gérer durablement qui n'a pas de pétrole. Pourquoi on veut aller seulement chercher là où ça serait un peu plus complexe? Il faut prendre encore des précautions beaucoup plus tout ça. Et puis, aussi longtemps qu'il y a un problème de gouvernance, vous êtes sûr si aujourd'hui vous exploitez même ces pétroles-là, vous arriverez à atténuer tant soit peu la pauvreté? Je ne pense pas. Ouais. Alors, certains experts estiment qu'il faudrait adopter une approche différente dans celle de gestion des forêts congolaises même. C'est différent de toute la politique publique actuellement. C'est ce que vous pensez vous aussi? Oui, moi j'estime qu'aujourd'hui nous avons, je m'étonne, je ne comprends pas en fait les problèmes de la RDC. Aujourd'hui nous avons des outils
pour faire des analyses prospectives, pour évaluer même tel type de politique, si vous l'appliquez, qu'est-ce que ça peut produire comme résultat. Mais malheureusement, les Congolais, nous sommes cantonnés à des méthodes traditionnelles. Donc concrètement, ce qu'on fait, ce n'est même pas la politique qu'on élabore. Ce sont des rapports purement administratifs et normatifs. C'est tout ce qu'on est en train de faire. Oui, parce que si on dit la politique en quelque sorte, c'est toute une façon de faire, c'est toute une religion, c'est toute une idéologie que nous sommes en train d'élaborer. Ce n'est pas quelque chose où on peut s'enfermer quelque part, on commence à faire des copier-coller, copier-coller. C'est ce que vous pensez que ça constitue la principale menace qui pèse sur nos forêts ou sur effectivement, ça veut dire clairement que nous ne sommes pas capables de dire aujourd'hui, de définir comment nous voulons que notre forêt soit gérée. C'est ça le vrai problème. Et c'est la même chose comme je peux vous donner un autre exemple, si je parle des déchets aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables de dire qu'est-ce qu'on doit faire avec nos déchets. Or, le fait que nous vivons, nous consommons, nous jetons tous nos déchets. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces déchets? Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Ce n'est pas défini. Donc, ce que nous devons faire, c'est un ouvrage que je suis en train de préparer maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la gestion des déchets? Malheureusement, comment les Congolais font? Ils recrutent un certain nombre de jeunes, on leur demande de ramasser les déchets ici, et puis ils vont aller jeter les déchets où? Ils vont aller jeter là où ça va encore s'accumuler. Après, on commence à se poser des questions. Non. Les autres vont dans l'eau, par exemple. Vous dites? Les autres vont les déverser dans l'eau, par exemple. Les autres vont les déverser dans l'eau. Or, l'eau aussi, c'est en quelque sorte, je peux appeler ça un être vivant. Lorsque vous jetez tous vos déchets là-dedans, vous ne savez pas des conséquences que cela peut créer avec l'eau. Vous avez aujourd'hui les fleuves. Je me rappelle dernièrement, j'étais à Brazzaville, un Chinois a posé la question. Il était au Congo-Brazzaville. Il regarde la RDC. Il pose la question, à qui appartiennent ces fleuves? Donc pour lui, il s'est dit, le fleuve est devenu peut-être la parcelle d'autrui. On ne veut pas exploiter, on a clôturé et tout. Voilà comment il réfléchit. Parce qu'il s'est dit, comment un pays qui peut avoir un fleuve Congo, imaginez-vous, le fleuve qui est navigable de quelque part vers Kisangani là-bas, jusqu'ici à Kinshasa. Mais vous n'arrivez pas à exploiter, vous avez un problème de transport, vous n'arrivez pas à vous déplacer, vous n'avez pas de poissons, vous n'avez pas à manger, vous mangez les Thompson, vous mangez les poulets. Vous voyez que vous avez les poulets, la frigo, qui viennent de chambre froide et tout, congelés. Donc vous avez un problème. C'est la même chose avec la forêt. C'est la même chose. Parce que vos chaises de bureau, même là où vous êtes avec nous maintenant, ce sont des chaises qui viennent d'où? Importées. Mais nous avons des... Ça ne vient pas des forêts. Ce sont des chaises importées. Mais exploitées par... commence par des bois, par exemple. Ça commence par les bois qui viennent de chez vous, mais qui vont dans d'autres pays développés, transformés, et puis ça revient ici à un prix plus cher que ça. Vous comprenez que le pays a un problème sérieux. Ouais. Alors, vous vous dites que la solution se trouve dans les livres. En attendant, les téléspectateurs ou les auditeurs qui vont nous capter dans cette interview, alors comment faire pour transformer vraiment ces richesses en véritable poumon de développement pour notre pays? À des termes très simples, si nous voulons aujourd'hui que notre secteur forêt puisse se développer, la première des choses qu'il faut faire, il faut commencer par la gouvernance. Lorsque je dis la gouvernance, c'est un ensemble de règles qu'il faut mettre en place, les différents acteurs et tout, en vue de créer une certaine valeur ajoutée, donc créer de la richesse qui peuvent être réparties équitablement entre les différentes parties prenantes. Donc la première des choses, c'est l'État. Lorsque je dis gouvernance, c'est l'État. Il faut réorganiser les secteurs sur le plan étatique. Deuxièmement, il faut maintenant avoir des différents instruments économiques. Parce que nous voulons que la forêt puisse produire de l'argent, de la richesse. Comme nous avons résolu les problèmes de l'État, l'administration et ainsi de suite. Les lois que nous mettons en place. Maintenant, quels sont les instruments économiques qu'on peut utiliser pour développer la forêt? On a la richesse de la forêt peut provenir d'où? Peut provenir des bois d'œuvre. Comment on peut transformer les bois d'œuvre de façon beaucoup plus poussée? La richesse de la forêt peut provenir des bois énergie, tout ce qu'il y a comme macana aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un problème, c'est un cancer pour la forêt parce que c'est pas exploité durablement. Mais si c'est exploité durablement, ça peut apporter de la richesse. Il y a la biodiversité que nous pouvons mettre en exergue, tout ce qu'il y a comme service écosystémique et tout. Il y a les crédits carbone qu'on peut mettre aussi en valeur. Donc l'ensemble de tous ces différents outils vont produire de la richesse. Et cette richesse-là, on verra avec des lois, tout ce qu'on a fait au niveau de la gouvernance, pour que ça soit réparti de façon équitable au niveau des différentes parties prenantes, au niveau de la population. Et c'est ça même le développement du pays. Le PIB peut quitter de 0,1% aujourd'hui vers 5 à 10%. Et nous allons nous développer seulement grâce à notre forêt. C'est si simple que ça, c'est une équation mathématique.
Ok. Mais à part ça, il y a aussi les mécanismes internationaux de financement climatique. Vous pensez que ça peut vraiment réellement aider la RDC à protéger ses forêts ou à les développer? Effectivement, parce que j'ai parlé des crédits carbone aujourd'hui, tous ces mécanismes-là liés au crédit carbone, mais ces mécanismes sont liés à la gouvernance. Voilà pourquoi j'ai parlé d'abord du premier acte de la gouvernance, parce que si la gouvernance n'est pas, je peux dire, de façon générale, n'est pas bonne, même ces mécanismes-là ne marcheront pas. Les prix que vous allez gagner par rapport au crédit carbone seront faibles. Pourquoi les partenaires ne vous feront pas confiance? Parce que les partenaires vont plus, investissent plus là où il y a la bonne gouvernance. Vous voyez. Il faut commencer d'abord par améliorer la gouvernance si vous voulez bénéficier des crédits carbone. Mais il y a aussi les défis tels que les questions sécuritaires, par exemple, qui freinent aussi. Ça, c'est la gouvernance. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'État. Tous ces différents piliers de la gouvernance doivent être améliorés. Ok. Ouais, alors, on a compris bien. Et ici, maintenant, vous avez un message adressé aux autorités congolaises? Moi, ce que je dois adresser aux autorités congolaises, et c'est ce que je dis toujours, je ne sais pas s'ils attendent, surtout au chef de l'État lui-même, qui est le garant. Il est en train de fournir beaucoup d'efforts en cherchant les accords avec les Américains par rapport aux mines, par rapport à la sécurité. C'est une bonne chose. Mais il ne faut pas que nous puissions oublier d'autres secteurs qui peuvent aussi amener au développement. C'est le secteur forêt. S'il laisse les processus tels qu'il est en train d'évoluer maintenant là, c'est un processus qui va amener à la pauvreté, qui va nous condamner à la pauvreté. Et je vous l'ai dit parce que aujourd'hui, j'en ai marre, je dois dire la vérité. En fait, c'est un processus des gens qui ont pour objectif, c'est que vous comprenez vous-même. Donc l'objectif n'est pas réellement d'améliorer les processus. Non. Ça ne cadre pas avec la réalité. Leur objectif, c'est plus les intérêts personnels. C'est ça le problème de l'homme congolais. Pourquoi? Il a besoin d'aller aux ateliers, par exemple. Il a besoin d'aller dans des voyages, soi-disant missions touristiques et tout. Il a besoin de quoi, par exemple, je peux dire. Donc bref, c'est ça qui intéresse plus l'homme congolais. C'est ça. L'homme congolais ne réfléchit pas comment je peux améliorer ce que je suis en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est la course. Tous les différents pays sont en train de chercher comment on peut aller de l'avant. Tu peux te rendre compte, on a mis en place les codes forestiers depuis 2002. Plus de 20 ans après, aujourd'hui, la RDC est toujours en retard. Ça signifie que les outils qu'ils ont mis en place, ce ne sont pas des outils appropriés. Et aujourd'hui, c'est une affaire, je me réserve même de citer, mais c'est plus une affaire d'intérêt personnel. Je dis de façon générale. Les gens ont besoin plus... Je dois aller à l'atelier, je dois aller à mission, je dois aller à... C'est ce qui les intéresse. Mais si tu poses la question à la personne, dites-nous concrètement, selon toi, comme vous m'avez posé la question, comment on peut faire pour transformer les secteurs forêts, pour que demain, ça puisse apporter le développement au pays, la croissance économique du pays? On va vous dire clairement, ils vont tâtonner, ils ne seront même pas capables de répondre à cette question. Donc, s'ils ne sont pas capables, c'est ça réellement les documents que nous aurons des politiques. Et vous viendrez me chercher après 1 ou 2 mois, vous viendrez me chercher, on va décortiquer cette politique, vous allez vous rendre compte que j'avais raison. Mais ils ont condamné les pays. Donc au chef de l'État d'arrêter ces processus, de chercher des vrais experts pour donner ce travail aux experts. On n'a pas besoin de financement pour ça. Lorsqu'on élabore des thèses de doctorat qui sont beaucoup plus complexes même que ces petits rapports qu'ils élaborent de l'administration là, est-ce qu'on a besoin de financement des millions d'argent pour ça? Non. Les experts sont là. Ils peuvent élaborer un bon document et la RDC peut se développer. Mais à ce jour, on parle aussi, par exemple, on fait une petite étude comparative en rapport avec les autres pays qui ont aussi de forêt. On a cité au début de l'exposé ici le Brésil, il y a aussi le Gabon ici, le Congo-Brazzaville. On a l'impression que le leadership de la RDC ne semble pas être à la hauteur. C'est toujours ce problème-là de gouvernance, vous voulez confirmer? Oui, c'est le vrai problème, c'est celui-là. Aujourd'hui, le Brésil est en avance, l'Indonésie, tous les pays africains sont en avance par rapport à nous. Vous pouvez vous imaginer comment les Congolais ne peuvent pas se révolter. À quoi servent les différents diplômes que nous sommes en train d'obtenir à l'université? On est incapable, c'est ça les mots. Nous sommes incapables de définir ce que nous voulons du secteur forêt. Incapables. Alors que tous les outils existent. Aujourd'hui, tous les outils existent. Même toi, tu peux entrer à l'Internet, tu utilises certains outils, tu te dis, bon, donnez-moi un modèle de politique pour la RDC, pour développer la RDC. Tu en auras. Ça existe, mais pourquoi vous ne voulez pas prendre? Pourquoi vous voulez vous enfermer quelque part avec des frais d'émission et tout ça pour commencer à réfléchir que c'est sûr? Non, les modèles existent. Vous n'avez qu'à l'adapter par rapport à votre pays, par rapport à votre secteur. Et c'est ce que les autres pays utilisent. Je pense que vous êtes en train de suivre des informations. Est-ce qu'aujourd'hui, pour faire la guerre avec un pays qui est situé à plus de 2000 km, il faut se déplacer?
Il ne faut pas se déplacer. Même avec votre petit téléphone maintenant, là, vous pouvez téléguider une guerre à X distance. Donc, on peut contextualiser les développements forestiers avec la réalité numérique actuelle. C'est ça, en fait, les mots. C'est ça, les mots. Pourquoi vous ne voulez pas entrer dans les numériques? Parce qu'aujourd'hui, tout existe. Même si tu veux savoir comment aujourd'hui on peut fabriquer un véhicule, ça existe. Tu entres dans les numériques. Mais la pratique, c'est tout à fait différent, professeur. Non, la pratique n'est pas différente. Parce que ce que tu fais dans les numériques, là, les inputs, les éléments que toi, tu vas intégrer, ce sont les éléments liés au secteur forêt. Par exemple, aujourd'hui, on est capable de dire, avec les outils numériques, par exemple, parce qu'on en parle, on a besoin de créer autant de milliers d'emplois. On a besoin de créer 1 million d'emplois. Pour créer 1 million d'emplois, quel niveau de gouvernance on peut avoir? Vous comprenez? Les PIB sera de combien? On doit modifier tel facteur pour avoir ceci. Et directement, vous avez un modèle mathématique par rapport à ça. Donc, tout est mathématique aujourd'hui. Il faut être capable de dire, avec notre politique, on va créer autant d'emplois. Avec notre politique, le PIB va augmenter d'autant. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Maintenant, si vous restez dans l'analogique, vous ne voulez pas de numérique, donc là, vous serez en train de copier des choses qui ne veulent rien dire. Parce qu'aujourd'hui, tu peux intégrer la distance, par exemple, jusqu'à l'unité, tu peux intégrer la distance, tu intègres ceci, tu dis dans combien de temps je dois faire pour arriver là où se trouve le professeur Ngué. Le numérique va te donner. Professeur, un dernier mot à rapport, parce que vous l'avez souligné en passant ici, la gestion des déchets chez nous dans la ville de Kinshasa. Et ça, c'était au niveau du ministère de l'Environnement, des politiques élaborées. Un petit mot avec ce qui s'est fait, il y a des déchets. Récemment, on venait d'élaborer des mécanismes pour commencer à taxer, à condamner la zone pilote, c'est Gombe, par exemple, les gens qui vont commencer à déverser des poubelles un peu ici, par-ci, par-là. Vous pensez que c'est une politique vraiment adaptée par rapport à notre vie de Kinshasa rapidement? Ce n'est pas adapté. Pourquoi? Parce que vous, les Congolais, les mâles, vous faites des interventions ponctuelles. C'est-à-dire? Ça veut dire, chacun de son côté peut se réveiller, il décide, à partir d'aujourd'hui, j'ai créé une entreprise qui va commencer à évacuer les déchets. Mais on ne réfléchit pas, les déchets qu'on va évacuer, qu'on va collecter, qu'est-ce qu'on va en faire après? Maintenant, par exemple, si vous me dites, il faut taxer ces personnes-là. C'est bien, taxer veut dire les décourager. Vous comprenez, à jeter des déchets un peu partout. Mais si vous les découragez, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces déchets-là? Parce que les déchets viennent d'où? Du fait que nous mangeons, du fait que nous utilisons des ressources, la conséquence, c'est avoir les déchets. Et aujourd'hui, la démographie a augmenté. Le nombre d'habitants, on est à 15 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa. Imaginez-vous, chaque personne, chaque jour, il évacue des déchets. Prenons par exemple par rapport à ceux qui mangent, l'emballage des produits, ainsi de suite. Où ces déchets doivent aller? Donc, il ne suffit pas seulement de taxer. Si vous réfléchissez en termes de taxer, là, vous réfléchissez comme un financier. Vous comprenez? Maintenant, celui qui a fait des technologies et tout, il va réfléchir, il faut transformer. Vous avez compris? Donc, bref, vous avez maintenant une approche systémique. Et si vous voulez réussir la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa, il faut faire utiliser une approche systémique. Une approche où il faut dire, prendre en compte tous les différents facteurs qui entrent en jeu dans ce que nous avons comme déchets. À partir même au niveau de la consommation, là, jusqu'à... Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une économie... Non, je voulais dire qui est le recyclage, en fait. Qui est un système de recyclage des déchets. Oui. Donc, il faut voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en place des mécanismes pour gérer les déchets à partir même de la production de ces déchets-là jusqu'à son recyclage final pour une utilisation future. Merci beaucoup, professeur Ngué. Un dernier mot aux autorités ou à la population congolaise en rapport avec nos richesses et puis tout ça. Oui, pour dire à la population congolaise, on doit arrêter d'être distrait. Ça, je vous dis vrai. Des journalistes comme vous qui s'intéressent à des questions fondamentales. Parce que la forêt, c'est une richesse que nous avons. La population doit s'intéresser, doit suivre ce genre d'émissions, doit suivre ce genre de débats et poser des questions parce que ça les intéresse. Si aujourd'hui il y a déforestation, on aura tout ce que vous connaissez comme conséquences, les maladies, les ceci, tout ce qu'on aura après. Et aux autorités de prendre, comment je peux dire, les baies par les cornes. C'est le moment ou jamais. Tu sais qu'on a toujours raté des rendez-vous. On a raté des rendez-vous lorsqu'on parlait des minéraux et tout, la RDC ne s'est pas développée. Aujourd'hui, nous avons les rendez-vous dans le domaine de tout ce qu'il y a comme crédit carbone, secteur forêt. Nous risquons encore de rater ces rendez-vous et la RDC sera toujours un pays sous-développé.
Donc, les autorités doivent prendre les choses en main pour voir comment il ne faut pas rater ces rendez-vous ici. C'est ça. Professeur Augustin Ngué, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci.